Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, si c'est pour la culture, on a déjà donné, et bienvenue dans ce nouveau BADA, dans ce nouveau supplément du Nouvel Esprit Public, nouveau supplément au cours duquel je reçois Fabrice Friss. Bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Vous êtes le président directeur général de l'agence France Presse. Vous l'êtes depuis avril 2018. Vous avez eu à l'origine comme étudiant un parcours littéraire. Vous êtes passé par l'école normale supérieure, puis vous êtes passé par l'école nationale d'administration et vous avez fait vos premiers pas dans l'administration française et européenne. Vous avez été à la Cour des comptes, puis vous avez été pendant 5 ans, je crois, au cabinet de Jacques Delors, quand Jacques Delors était le président de la Commission européenne, époque que beaucoup qualifient comme l'âge d'or de la Commission. Ensuite, vous êtes allé dans les médias. Et dans les médias, vous étiez dans les médias dans la tech et dans la communication. Vous avez été nommé directeur de la stratégie et du développement d'Havas, l'ancêtre de l'AFP, mais avec qui les liens étaient rompus depuis longtemps. Vous avez ensuite occupé différents postes dans les groupes Vivendi, Atos, Publicis, différents postes de direction, avant de poser votre candidature à la présidence de l'AFP en 2018 et vous avez été renouvelé récemment en 2022 pour un mandat de 5 ans. Nous allons essayer de comprendre comment fonctionne cette agence, mais avant, si vous voulez bien, je voudrais qu'on parle de l'ancêtre de l'agence et même de l'ancêtre des agences et de l'agence, c'est-à-dire de l'ancêtre de l'agence France Presse et des agences en général, qui est l'agence Havas, fondée donc par Charles Havas. Vous vous êtes intéressé, vous, à l'histoire de l'agence, et donc comment présenteriez-vous Charles Havas ? Charles-Louis Havas était un négociant, puis banquier, qui a réussi sur le tard, après avoir été ruiné au moins 2 fois. Il avait été négociant au coton brésilien, et ensuite il a spéculé sur les emprunts d'État, et il a été ruiné au moment de Waterloo, pour les raisons diamétralement opposées à celles qui ont fait la fortune de Nathanael Rothschild, qui a eu les bonnes informations à temps. Charles-Louis Havas a ensuite essayé de se refaire. Sous la Restauration, il a eu pas mal d'avanies, et il a décidé de monter un bureau de traduction de journaux étrangers. Et c'est à ce moment-là, donc sur le tard, il doit avoir 40 ans, il s'intéresse au monde de la news. Et de manière assez sympathique, sa femme parle portugais et espagnol, lui parle anglais et allemand, et ils se mettent tous les deux, ils s'installent devant le bureau de la Poste du Louvre, là où les journaux arrivent très vite, et ils commencent cette activité. Et puis naturellement, il a l'intuition, avec la monarchie de Juillet, la libéralisation de la presse, qu'il y a là une valeur à donner les bonnes informations avant tout le monde. Donc c'est 1830. 1832-35, il crée ce qui sera l'agence Havas, et il invente le métier d'agence de presse. Et alors, ce métier d'agence de presse consiste non plus à fournir des informations prises dans les journaux étrangers, enfin, il continue ce service-là, mais quel est le cœur du métier de l'agence Havas en 1832 et ensuite ? Alors, il se dote d'un réseau de correspondants pour fournir de l'information brute, très économique au départ, puis ça deviendra politique. L'idée, encore une fois, c'est fournir l'information avant tout le monde. Et on trouve très tôt dans l'histoire cette idée que les moyens de communication sont le cœur du métier. Et donc, au départ, naturellement, ce sont les pigeons voyageurs qui font la différence. Ils montent un système de colombier avec des pigeons qui partent de Bruxelles le matin pour donner les nouvelles avec les cours de bourse, par exemple, des mines belges et de leurs colonies
avant tout le monde, ça arrive vers midi. Même chose à Londres, les pigeons arrivent vers 15 heures. Donc cette idée de la rapidité de transmission de l'information est centrale et va marquer toute l'histoire du développement d'Havas, qui va ensuite être marquée par le télégraphe optique, puis le télégraphe électrique, puis le câble sous-marin. Ça, on est plus dans les années 1860. La rapidité, c'est important essentiellement pour les informations financières et éventuellement économiques. C'est moins important de savoir qu'on a changé le ministre de ceci ou de cela. Donc ça oriente, j'imagine, l'agence vers une activité d'information très liée à la finance. Encore que, au plan politique, c'est quand même important. Je crois qu'il a fallu plusieurs mois pour que la nouvelle de la mort du roi Louis XVI parvienne aux Antilles. Quand Napoléon meurt à Sainte-Hélène en 1821, il faut 2 mois pour que la nouvelle arrive en France. 2 mois, vous vous rendez compte ? Quand Lincoln est assassiné, 1865, il faut 15 jours. Donc on voit qu'on progresse. Havas n'y est pas pour rien, mais il y a encore du chemin à faire pour arriver à l'instantanéité actuelle. Alors, Havas a cette capacité à organiser l'information en ayant compris l'importance de la rapidité et en ayant compris l'utilisation de tous les moyens techniques, si tant est qu'un pigeon soit un moyen technique, mais d'une certaine manière, oui. Mais il a aussi, avec le pouvoir, des rapports, disons, de proximité. Absolument. Et très tôt, comme l'accès au télégraphe est une chose compliquée, il se compromet avec le pouvoir. C'est-à-dire qu'il obtient une exclusivité d'accès au télégraphe et en échange, il diffuse l'information gouvernementale. Et évidemment, ça va marquer l'histoire d'Havas, et même l'histoire de l'AFP qui est son héritière, on y reviendra. C'est l'histoire d'un affranchissement par rapport aux politiques. Un affranchissement qui va mettre plus d'un siècle. La presse est évidemment... les liens avec le politique sont extrêmement étroits. L'agence Havas va être un grand relais de la propagande pendant la Première Guerre mondiale. Et ce n'est que dans la... Véritablement, on reviendra sur l'histoire de l'AFP qui prend la succession d'Havas. Elle se fourvoie totalement, l'agence, au moment de Vichy. Et l'AFP naît le 20 août 1944, lorsque des résistants, anciens membres de l'AFP, entrent 5 jours donc avant la libération de Paris, dans les anciens locaux de l'agence Havas, et créent l'agence France-Presse sur les décomptes d'Havas. Et ensuite, il faut encore attendre une quinzaine d'années pour que l'AFP ait des statuts qui la donnent une véritable indépendance par rapport aux politiques. Et le tournant, c'est 1957, donc et encore, je pense que le grand tournant, c'est la guerre d'Algérie. On voit Michel Debré qui exerce des pressions considérables sur l'AFP, qui au départ est un établissement public, et qui dit si vous relayez l'information sur ce qui se passe du côté du camp algérien, nous allons mettre fin à un certain nombre de privilèges que vous avez. Le statut de l'AFP est défini, qui lui donne une indépendance totale. Et là, on voit dès 1957, la couverture de la guerre d'Algérie change. Le ton est beaucoup plus libre. Et la liberté éditoriale est véritablement affirmée après ces années-là. Donc, vous voyez qu'il a fallu énormément de temps avant que l'agence s'affranchisse du politique. Oui, il faut presque un siècle et demi. Mais je reviens un peu sur la manière dont Charles Havas entretient des relations et rend service au pouvoir. Si j'ai bien compris, l'un des services qu'il rend, c'est de diffuser une information sur un projet, par exemple, que le gouvernement a, mais dont il n'est pas sûr, dont le gouvernement craint que ce projet ne provoque des réactions négatives, que ce soit dans la population ou bien dans certains milieux économiques et financiers. Et Havas le prend sous son aile, si je puis dire, sous sa responsabilité, et puis on fait un banc d'essai, et si ça marche, le gouvernement reprend, et si ça marche pas, le gouvernement laisse l'affaire ou la traite autrement. Il y a eu des cas de ce type. Maintenant, il faut pas non plus noircir à l'excès le tableau. L'agence n'aurait pas pu survivre
en étant à ce point compromise. L'autre aspect qui est très important, on a dit l'importance des moyens de communication, l'affranchissement par rapport aux politiques qui a mis effectivement 150 ans, l'affranchissement par rapport aux milieux économiques. Havas est connu aujourd'hui, le groupe Havas, c'est le monde de la publicité. C'est une autre invention de Charles-Louis Havas, ou plus exactement de ses fils, qui, sous le Second Empire, monte une régie publicitaire qui va financer finalement l'univers de l'information, qui n'a jamais été un univers rentable. Et évidemment, les liens entre la collusion avec les milieux économiques, là aussi, va être totale jusqu'aux années 40. Et c'est au Front populaire que Léon Blum décide demande la scission finalement des deux activités d'information et de publicité. Et il y a des cas connus de collusion totale. Par exemple, l'agence Havas est considérée comme ayant joué un rôle très important pour diffuser les emprunts russes auprès des Français, en diffusant une information assez complaisante sur la manière dont la guerre russo-japonaise, par exemple, se déroulait. Le tout, d'ailleurs, accentué, si je puis dire, par la corruption directe d'un grand nombre de journalistes. Jean-Noël Jeannet a écrit un livre là-dessus qui est accablant pour cette profession. Et oui, je me souviens qu'il dit que la presse française, en général, ce n'est pas que Havas, est corrompue jusqu'à l'os, jusqu'aux années 40, je crois. C'était ça son Oui, il son s'arrête propos. aux années 40, ce qui est prudent. Je suis pas complètement sûr que ne pourrait pas continuer plus loin, mais ce qui est en tout cas intéressant, c'est que il y a une marque, une tâche de naissance, on devrait dire. La Gazette de Théophraste Renaudot, qui est après tout le premier quotidien, c'est pareil. C'est un journal qui est entièrement dévoué, enfin c'est bien pire même que l'agence Havas, c'était entièrement dévoué au pouvoir, c'est fabriqué dans l'antichambre de Richelieu, quelquefois écrit par Richelieu lui-même. C'est un organe d'État. Et voilà, mais c'est présenté comme... Et lui aussi, Théophraste Renaudot, en échange de ses bons et loyaux services, il a des privilèges, et notamment le privilège d'être la NPE, d'une certaine manière, en tout cas la NPE par écrit, et aussi de l'information financière. Donc on voit bien qu'il y a... Alors, pour corriger ce tableau très noir, j'aimerais quand même dire que Charles-Louis Havas invente ce métier. Et ce qui est intéressant, c'est quand même que les fondamentaux du métier sont très vite posés. Et alors, ce métier, c'est de rapporter les faits et d'en s'en tenir aux faits sans faire de commentaires ni d'éditorial. C'est évidemment encore vrai aujourd'hui, ça l'était déjà beaucoup à l'époque, même s'il y a eu ces débordements que vous avez cités. Et ça, c'était très neuf dans une presse qui était encore plus une presse d'opinion qu'elle ne l'est aujourd'hui. Toute la stylistique, la grammaire, la manière dont on écrit une dépêche, tout ça est posé dès les années 1850. On cite les sources. Les dépêches ne sont pas signées. Parce que ce qui prime, c'est le fait, et c'est pas l'auteur de l'article. Précisément parce que ce ne sont pas des opinions, des éditoriaux. On considère que l'auteur doit rester anonyme. Il n'est pas nécessaire de le mettre en avant. C'est encore vrai aujourd'hui. Seuls les photographes de l'AFP sont connus. Alors, il y a eu des journalistes célèbres dans l'histoire de l'AFP, d'Havas, certainement. Il y a eu Vargas Llosa, Romain Gary, Kessel sont passés par là. Donc, il y a quelques grandes plumes, mais qui se sont fait connaître pour d'autres raisons, naturellement. Et ils ne signaient pas leurs dépêches. La précision de l'origine géographique de la dépêche, ce qu'on appelle la dateline, tout ça, c'est fixé dès les années 1850. Et évidemment, c'était un peu votre question initiale, le trait de génie de Charles-Louis Havas, c'est de constituer un réseau de correspondants qui va progressivement s'élargir avec le temps. Les premiers correspondants de guerre, c'est la guerre de Crimée. Puis progressivement, une couverture de plus... Alors, ça épouse évidemment aussi les soubresauts de la politique européenne. Ce qui est intéressant, c'est qu'après la révolution de 1848, les révolutions de 1848, arrivent chez Havas un certain nombre de journalistes germanophones qui vont avoir un rôle important, puisqu'il y a un certain Julius Reuter,
qui intègre Havas et qui créera plus tard l'agence Reuters, de même qu'un autre journaliste dont j'ai oublié le nom créera l'agence allemande. Donc vous voyez, c'est un creuset extraordinaire et les caractéristiques fondamentales du métier sont posées il y a très longtemps et elles perdurent. Alors, cette agence Havas, donc vous l'avez esquissé à l'instant, a eu, avec le pouvoir des rapports qui ont été variables, elle a eu un mauvais moment, qui est le moment où l'État français, en l'occurrence d'ailleurs, elle avait été nationalisée avant que Pétain prenne le pouvoir, Ouais, je me trompe ouais, pas, ouais, par ouais, Laval. ouais. Elle avait été nationalisée Absolument. par Laval. Elle est devenue l'Office français de l'information. Oui, comme son nom Voilà. l'indique, l'Office est un officieux. Et qu'est-ce qui a fait d'ailleurs que c'est en 33 ou 30, je ne sais plus, que Havas est devenu, a été nationalisé? Je crois que me souvenir que... Alors, je ne sais pas si c'est 33, je pense que c'est beaucoup plus tard. Oui, Blum avait été exaspéré par l'attitude d'Havas dans l'affaire Salingro. Il considérait que... Et je pense que le dirigeant... L'affaire Salingro, comme une bonne partie de 30% de nos étudiants, de nos auditeurs ayant moins de 35 ans, qui était un ministre du Front populaire, qui avait été accusé de désertion pendant la Première Guerre mondiale par la presse de droite, ce qui était une fake news de l'époque, parce qu'il avait bien au contraire combattu. Et la presse pamphlétaire de l'époque l'a poussé au suicide. Et c'est d'ailleurs anecdotique, mais ça montre que la haine d'antan avait... était parfaitement comparable à celle d'aujourd'hui, puisque je crois qu'un des quotidiens de l'époque avait titré pour annoncer la mort de Salingro, son suicide, il déserte une deuxième fois. Horrible. Et donc, je crois que Léon Blum considérait qu'Havas avait joué un rôle dans l'histoire et avait décidé de couper les ponts, notamment de séparer publicité et information. Vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu pour faire ça et la collusion possible, évidemment, à l'époque. Oui, alors, c'est aussi lié au fait que l'État joue un rôle important dans l'expansion d'Havas à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères soutient l'action d'Havas, notamment en Amérique latine. On est frappé quand on fait un tour d'Amérique latine pour rencontrer des confrères, on est frappé de voir que l'agence France Presse, donc la succession, la suite d'Havas, a une sorte de présence, une forte présence. Ce rapport avec l'Amérique latine... Alors, ceci dit, je voudrais quand même corriger un peu ce tableau. L'accès, notamment aux câbles sous-marins, est très onéreux. Et dans les années entre 1860 et 1930, je crois, en fait, il y a un cartel des agences. Vous avez l'agence américaine d'aujourd'hui qui est la Société de presse, vous avez Reuters et Havas, qui voient bien que c'est beaucoup trop onéreux d'entretenir un réseau mondial et qui se partagent des zones d'influence. Et qui, en fait, l'agence Havas signera Havas, des dépêches qui sont en fait écrites par des journalistes de Reuters, mais dans une zone géographique qui fait l'objet d'un partage. Et tout ça explose dans les années 1830, et c'est à ce moment-là que s'établit un véritable réseau mondial de correspondants. On retrouve là une notion qui est très contemporaine, qui est le coût de la collecte de l'information. Donc à l'époque, ça faisait l'objet d'un cartel. Aujourd'hui, naturellement, les agences sont là, et heureusement, pour permettre de couvrir l'actualité au fin fond du Yémen, parce que les médias n'ont plus les moyens d'entretenir de tels réseaux. Alors, au moment de cette création en 40 de l'Office français d'information, il y a des dissidents qui se manifestent et qui auront, j'imagine, une certaine importance plus tard, au moment de la constitution de l'AFP. Oui, alors vous avez, par exemple, dans les figures historiques, vous avez un résistant comme Gilles Martinet, qui est un des premiers à entrer dans le bâtiment d'Havas. Vous avez Jean Marin, qui était la voix de la France à la BBC.
et qui sera le grand président de l'AFP entre, je crois, 1954 et 1975. Il est chassé de l'AFP par Giscard. Il était considéré comme trop proche de François Mitterrand. Donc on voit là aussi que le politique avait son mot à dire. À l'époque, les choses ont bien changé. J'espère que nous en viendrons à cette séquence contemporaine. Voilà. Et donc ces dissidents recréent l'agence de toutes pièces, mais avec une grande part de personnel qui avait traversé la guerre, naturellement. Alors beaucoup des chefs de bureau, évidemment le fait d'être passé par la résistance donne une prime, et c'est bien normal dans l'évolution des carrières futures. Mais je pense qu'une grande partie de la rédaction avait traversé la guerre en étant à l'Office français de l'information. Alors, vous m'avez fourni la transition vers la fin de ce premier enregistrement. Nous allons évidemment consacrer la suite à l'agence France-Presse telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, je vous propose que nous nous retrouvions dans notre deuxième conversation pour, Fabrice Friss, reprendre avec vous non seulement l'histoire, mais l'actualité de l'agence France-Presse.